Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle Histoire de l'ombre qui va nous emmener en 1945 en Europe de l'Ouest dans un contexte tristement célèbre, la Seconde Guerre mondiale. Sauf que si vous avez lu le titre, vous aurez sans doute remarqué un petit détail insolite puisque le titre évoque trois héros brésiliens. Là, vous allez peut-être vous dire, hein, le Brésil a participé à la Seconde Guerre mondiale ? Eh bien, rassurez-vous, j'ai fait exactement la même tête quand je l'ai découvert. D'ailleurs, c'est assez intéressant de se dire que finalement, chaque pays enseigne et surtout choisit les thèmes historiques qu'il a envie de transmettre aux futures générations et que ces choix ne sont pas toujours innocents. D'un côté, c'est logique de privilégier l'histoire nationale. D'un autre côté, ça peut être assez problématique, surtout dans le domaine des mémoires de guerre, mais ça, on en reparlera plus tard. Pour l'heure, je voulais revenir sur une info que je vous ai transmise via la communauté YouTube, mais j'ai l'impression que peu de personnes ont vu mon message, donc je vais le répéter de vive voix. J'ai pour projet de lancer un podcast Histoire de l'ombre qui me permettrait de traiter de sujets qui se prêtent plutôt mal à la vidéo, comme la mythologie, que j'adore, mais qui est difficile à raconter sans voler des images à des auteurs, donc je préfère m'en garder. Je ne connais pas encore tous les détails techniques vis-à-vis de ce podcast. Ce qui est sûr, c'est que je le sortirai également sur YouTube. Donc si vous le voyez passer sur vos notifs, d'ailleurs n'hésitez pas à activer la petite cloche, eh bien si vous pouviez lui donner une petite chance, ça me ferait très plaisir. Bon après, il faut que j'apprenne à faire un podcast, mais franchement, ça me tente bien. Je tenais aussi à vous remercier pour le très bon accueil qui a été réservé à ma dernière vidéo sur Charles VI. J'ai reçu une dizaine de likes en plus que d'habitude, donc ça paraît pas beaucoup, mais franchement ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à réitérer l'exploit en mettant un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Également, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. On est déjà presque 600 sur la chaîne, c'est vraiment dingue. Franchement, si on arrive aux 1000, va falloir sortir le champagne. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous rappelle que je suis également présente sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou le site web officiel de la chaîne, donc histoire avec un s de l'ombre.fr. En général, si je ne suis pas sur YouTube, c'est que je suis occupée à écrire un post ou un article, ou potentiellement que je suis en train de m'occuper de ma future entreprise, mais ça, c'est une autre histoire. Dans tous les cas, on se retrouve juste après le générique. Avant de vous raconter l'histoire des trois héros brésiliens, il faut quand même que l'on évoque un minimum le contexte historique et que l'on se pose la question: pourquoi diantre le Brésil est-il entré dans la Seconde Guerre mondiale? Après tout, il n'est pas rare que des pays éloignés géographiquement de la zone principale de conflit choisissent la neutralité. Commençons par le commencement. Dans les années 30, le Brésil a une politique étrangère assez classique. Il veut préserver ses intérêts et rester dans les bonnes grâces des grosses puissances économiques de l'époque que sont les États-Unis et l'Allemagne. Pour vous donner une idée, à cette époque, l'Allemagne est le plus gros acheteur de coton brésilien et le second plus important importateur de café brésilien. En restant neutre, le Brésil espère conserver des relations cordiales avec tout le monde dans la perspective de l'après-guerre. Clairement, c'est un choix stratégique et économique. De son côté, le président Getúlio Vargas, donc on l'appelle président, mais en vrai c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails de la vie politique brésilienne des années 30, car il faudrait vraiment y consacrer une bonne dizaine de vidéos pour tout comprendre. Bref, Vargas affirme que le Brésil ne prendra jamais part à un quelconque conflit mondial. Cette position radicale va d'ailleurs donner naissance à une phrase restée célèbre: « É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra ». Il est plus facile qu'un serpent se mette à fumer que de voir le Brésil entrer dans la guerre. Ça annonce la couleur. Sauf que, avec le déclenchement de la guerre en 1939 et la mise en place du blocus britannique, l'Allemagne va perdre ses intérêts économiques au Brésil, laissant la porte ouverte à d'autres. Vous vous en doutez, les premiers à s'engouffrer dans la brèche seront les États-Unis, qui vont d'une manière assez spectaculaire grandement influencer la vie économique et culturelle du Brésil.
Pour vous donner un exemple qui peut sembler anecdotique, mais qui en dit quand même long sur la situation, c'est à cette époque que Walt Disney va créer le personnage de Zé Carioca, un perroquet né à Rio de Janeiro qui va avoir un succès retentissant dans toute l'Amérique latine. Symbole du soft power américain, Zé Carioca va faire pencher la balance en faveur des puissances alliées, même s'il n'est qu'un tout petit maillon de la chaîne. L'influence américaine s'étendant de plus en plus, le Brésil va finalement sortir de sa neutralité et prendre parti pour les forces alliées. Ainsi, en janvier 1942, Getúlio Vargas rompt officiellement toute relation diplomatique avec les forces de l'Axe, que sont l'Italie, l'Allemagne et le Japon, et il va autoriser les Américains à installer des bases militaires le long de la côte atlantique du Brésil. Mais l'événement qui va vraiment entériner l'entrée du Brésil dans la Seconde Guerre mondiale va se dérouler en août de la même année, quand des sous-marins allemands vont torpiller et couler 5 navires marchands brésiliens, causant la mort de plus de 600 personnes. Profondément choquée, l'opinion publique s'insurge, s'offusque, et vous allez avoir dans des grandes villes comme Rio des personnes qui vont s'en prendre aux usines et aux restaurants allemands. Et les médias brésiliens vont en rajouter une couche puisqu'ils vont publier de nombreux témoignages de l'accident, enfin qui n'est pas vraiment un accident, c'était volontaire. Et ils vont raconter avec beaucoup de détails comment certains survivants ont été dévorés par les requins et publier beaucoup de photos assez macabres de ce qui s'est passé. Forcément, le président est obligé de se ranger à l'avis général et le 22 août 1942, il déclare la guerre à l'Allemagne nazie et à l'Italie fasciste. Avant d'aller plus loin, il faut quand même se demander pourquoi l'Allemagne nazie a-t-elle décidé de torpiller des navires marchands brésiliens? Qu'avait-elle à y gagner? Eh bien, il semblerait qu'il s'agissait avant tout de représailles suite à la décision de Vargas de rallier les forces alliées plutôt que les forces de l'Axe. En plus, en faisant ça, Hitler faisait d'une pierre deux coups puisque ces navires marchands avaient pour destination le Royaume-Uni, donc en les coulant, il affaiblissait une force alliée tout en cherchant à en dissuader une autre de prendre part au conflit, sauf que, vous le savez, plutôt que de renoncer, le Brésil va répliquer. Maintenant que le Brésil est officiellement en guerre, il va soutenir matériellement les forces alliées en fournissant notamment du caoutchouc aux Américains, mais il va également décider d'envoyer des troupes sur le front européen. Ces troupes sont regroupées sous l'appellation FEB, la Força Expedicionária Brasileira, la force expéditionnaire brésilienne. Elle se compose d'une division d'infanterie, d'un détachement aérien et de marine. Commandée par le général Mascarenhas de Moraes, la FEB regroupe environ 27 500 soldats. Pour l'anecdote, sachez qu'en réponse à la fameuse phrase « Il est plus facile que un serpent se mette à fumer plutôt que le Brésil entre en guerre », la FEB, donc l'armée brésilienne, va choisir pour emblème un serpent en train de fumer et l'accompagner de la devise « A cobra fuma », le serpent fume. Il faut savoir que la décision d'envoyer des soldats brésiliens en Europe est nationale et qu'elle va à l'encontre de l'avis des Alliés qui redoutent un manque de préparation de la part des pracinhas, les soldats brésiliens. Alors le mot pracinha n'est pas facile à traduire, mais dans ce contexte, il désigne un soldat peu élevé dans la hiérarchie, celui qui va au front pour se battre, plutôt qu'un commandant qui reste en arrière pour donner des ordres, en gros. Finalement, décision est prise d'intégrer la FEB à la 5e armée américaine. Alors pour la faire courte, la 5e armée américaine a été formée début 1943 et elle va surtout participer à la campagne d'Italie. Débutée en juillet 1943, la campagne d'Italie a pour principal objectif d'ouvrir un front en Europe de l'Ouest, à la fois pour soulager le front russe à l'Est, mais aussi pour limiter l'avancée des soviétiques en Europe et donc limiter la propagation du communisme. Le choix de l'Italie est le résultat d'un compromis entre les forces alliées qui voient en l'Italie le maillon faible de l'Axe. Et en plus, l'Italie a l'avantage d'être assez proche des côtes d'Afrique du Nord, où sont basées de nombreuses forces alliées. L'offensive débute ainsi par l'opération Husky, qui va permettre de récupérer la Sicile.
Ensuite, les troupes alliées vont aller dans le sud de l'Italie, vont débarquer à Salerne lors de l'opération Avalanche. La suite va être plus laborieuse malgré la chute de Mussolini, donc le dictateur de l'Italie fasciste, et la reddition de l'Italie. C'est dans ce contexte compliqué que débarque la FEB brésilienne, d'abord à Naples, dans le sud de l'Italie, avant de rejoindre Tarquinia, située 350 km plus au nord. Les premières missions de la FEB vont être des missions de reconnaissance, puis petit à petit, les forces brésiliennes vont prendre le contrôle de villes italiennes en Toscane, région du centre de l'Italie. Jusque-là, les pertes avaient été largement limitées pour la FEB, mais le 29 novembre 1944, contre l'avis de ses officiers, le général Mascarenhas de Moraes ordonne une attaque frontale contre des positions fortifiées allemandes. La FEB perd alors 300 hommes littéralement pour rien. Pour vous donner une idée, à la fin de la guerre, le Brésil aura perdu 454 soldats de l'armée de terre, ce qui veut dire que près de 3/4 des morts brésiliens durant la Seconde Guerre mondiale sont dus à une très mauvaise décision de la part du général. Cette offensive ratée et qui aura coûté la vie à des centaines de soldats va aussi mettre en lumière le sous-équipement et le sous-entraînement des pracinhas, donc des soldats brésiliens qui vont recevoir de l'aide de la part de l'armée américaine. Celle-ci va notamment leur fournir des uniformes plus adaptés au terrain, au climat, et ils vont également leur donner des armes, des munitions et une formation sur les dernières tactiques de guerre. De retour sur le terrain, la FEB participe à la bataille de Monte Castello entre novembre 1944 et février 1945, qui va se solder, malgré plusieurs revers, par une victoire des Alliés, et tout le monde va s'entendre pour reconnaître le rôle capital joué par les soldats brésiliens. Mais là où l'armée brésilienne va vraiment se distinguer, c'est dans le nord de l'Italie, où vont se dérouler des combats décisifs. Ainsi, la FEB va participer à la capture de milliers de soldats nazis, que ce soit lors de la bataille de Collecchio ou lors de l'attaque sur Fornovo en avril 1945. En une semaine, les Brésiliens capturent pas moins de 14 700 soldats, 800 officiers, 2 généraux, 1500 véhicules et 80 canons. Le général Clark, commandant de la 5e armée, dira dans ses mémoires « Les Brésiliens ne se plaignirent jamais et voulurent toujours porter leur part de notre fardeau ». Les annales historiques montrent que même dans le camp ennemi, donc principalement chez les nazis, on a reconnu l'importance de la FEB, le rôle capital qu'elle a joué lors de la campagne d'Italie. Bien sûr, d'un point de vue humain, ce bilan est beaucoup moins glorieux. Comme je vous le disais, la FEB a quand même perdu plus de 450 soldats, sans parler des milliers qui ont été mutilés, ou encore de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les symptômes post-traumatiques, qui sont une réelle souffrance de tous les jours. Mais vous le savez, ce qui marque le plus les esprits, ce sont les actions ponctuelles, les actes de bravoure, d'héroïsme, qui vont donner un visage humain à une foule d'anonymes et sur lesquels on va pouvoir faire des récits détaillés. Lors de la campagne d'Italie, il y a ainsi 3 noms qui sont restés dans l'histoire. 3 j'allais parler brésilien, du coup Bref, 3 pracinhas qui sont restés dans les annales et que l'on appelle aujourd'hui les 3 héros brésiliens. Pourquoi? Eh bien, je vous explique tout dans la prochaine partie. Geraldo Rodrigues de Souza, Arlindo Lucio da Silva et Geraldo Baeta da Cruz. Ces 3 noms ne vous disent sans doute rien et, à vrai dire, même au Brésil, peu de personnes connaissent leur histoire. Pourtant, ces 3 soldats de la FEB qui ont participé à la campagne d'Italie représentent l'idéal du soldat héroïque, de celui qui, même s'il sait l'issue forcément fatale, est prêt à sacrifier sa vie pour en sauver des dizaines, des centaines, voire des milliers d'autres. Mais reprenons l'histoire du début. Arlindo, Geraldo et Geraldo sont 3 jeunes Brésiliens, tous originaires du même État, le Minas Gerais. Avec l'entrée en guerre du Brésil en 1942, ils sont envoyés comme des
milliers de leurs compatriotes en Italie du Nord afin de participer à la campagne d'Italie qui a pour but, je vous le rappelle, d'ouvrir un front en Europe de l'Ouest. Leur histoire aurait pu se perdre dans les méandres de la grande histoire comme des milliers d'autres. Pourtant, ils font aujourd'hui l'objet d'une histoire de l'ombre, ce qui n'est pas rien. Bon, bien sûr, je plaisante, mais vous allez le voir, si ces trois Pracinas sont restés dans les annales, ce n'est pas sans raison. L'épisode décisif se déroule en début d'après-midi, le 14 avril 1945. Deux bataillons du 11e régiment d'infanterie s'avancent vers Montese, qui est un lieu stratégique de la défense nazie en Italie du Nord, plus précisément dans les Apennins, qui est une chaîne de montagnes. Le 3e bataillon est composé de plusieurs pelotons auxquels on a confié diverses missions. C'est ainsi que l'un des pelotons se voit attribuer la tâche d'escalader la colline qui se trouve sur la droite du village de Montese afin de lancer l'assaut contre des fortifications nazies. Mais alors qu'ils progressent, les soldats vont découvrir qu'ils se trouvent au centre d'une zone de mines et ils vont donc devoir ralentir leur pas sous peine de littéralement exploser. Et bien sûr, les Allemands vont en profiter pour pointer leurs mitrailleuses sur eux et ouvrir le feu. Ceux qui arrivent à échapper au tir des mitrailleuses essayent de se cacher comme ils le peuvent dans des tranchées de fortune, mais franchement, les perspectives de s'en sortir sont bien minces, puisque s'ils se mettent debout, ils sont abattus sur le champ, et s'ils essayent de fuir, eh bien, ils risquent d'être tués également ou d'être accusés de trahison, ce qui n'est guère mieux. Par chance, 3 jeunes soldats ont été lâchés par leur peloton, c'est-à-dire qu'ils sont des dizaines de mètres en arrière, protégés des coups de mitrailleuse. Alors forcément, même s'ils sont loin, ils vont quand même voir ce qui se passe et ils vont se rendre compte que leurs compagnons de peloton sont pris au piège, donc ils vont préférer contourner les tranchées afin de trouver un autre chemin. Tombant alors sur une compagnie d'infanterie allemande, on parle quand même de 150 hommes, ils vont décider de tenter le tout pour le tout, ne serait-ce que pour détourner l'espace de quelques minutes l'attention des nazis et pouvoir permettre aux Pracinas qui sont bloqués dans les tranchées de fortune de s'enfuir. Embusqués derrière des fourrés, les 3 soldats vont d'abord jeter leurs grenades sur les nazis avant de s'emparer de leurs armes et de littéralement vider leurs munitions sur les Allemands. Ceux-ci, d'abord surpris, vont se barricader et préparer la contre-attaque puisque pour les Allemands, clairement, ils ont affaire à un peloton complet de la faible, il faut donc se préparer à riposter. Du coup, la stratégie des 3 Pracinas fonctionne très bien puisque les nazis sont focalisés sur eux et pendant ce temps, le reste de leur peloton, leurs camarades pris au piège, peuvent s'enfuir sans pour autant sauter sur une mine. Ils ont un petit peu de temps devant eux. Mais bien sûr, ce qui devait arriver arriva et les 3 Brésiliens se retrouvent à court de balles sans possibilité d'être ravitaillés puisque personne ne sait qu'ils sont là. Ils vont donc devoir se rendre aux nazis, sauf que non, les Pracinas refusent et plutôt que de se garder une chance de rester en vie en étant faits prisonniers et libérés plus tard, ils vont s'emparer de leurs baïonnettes et se mettre à courir vers les Allemands. L'acte est héroïque, bien entendu, mais forcément, face à des mitrailleuses, on ne peut pas faire grand-chose. Les nazis, eux, se frottent les mains en se disant « Allez, ça y est, on vient de se faire tout un peloton brésilien, ça nous fera des ennemis en moins. » Sauf que, quand ils s'avancent vers les 3 corps, ils réalisent que n'y a personne d'autre. C'est-à-dire que ces 3 soldats à eux seuls viennent de leur opposer une résistance folle. Et pire encore, pendant ce temps, tous les autres qui étaient bloqués dans les tranchées se sont fait la malle. D'abord désarçonnés, ce mot est difficile à dire, d'abord désarçonné, le commandant allemand finit par être plutôt impressionné par l'audace, le courage, l'héroïsme, appelez ça comme vous voulez, de ces 3 Pracinas et il va ordonner à ses hommes de leur creuser des tombes de fortune sur le bord d'une route et de planter une croix au sommet des tombes en écrivant dessus en allemand « Drei Brasilianischen Helden ». Excusez mon allemand, j'en ai jamais fait de ma vie, enfin si, quelques mois en CM2, donc ça date un petit peu, ce qu'on pourrait traduire en français par 3 héros brésiliens. On pense que les corps des 3 héros ont ensuite été trouvés et enterrés dans le cimetière militaire brésilien de Pistoia en Italie avant d'être rapatriés au Brésil en décembre 1960.
D'ailleurs, à ce jour, toutes les dépouilles des soldats de la FEB morts en Italie se trouvent au Brésil, à Rio de Janeiro. Dans la ville, on trouve également un monument commémoratif près duquel on a placé l'urne d'un soldat inconnu, à l'image de ce qui a été fait à Paris sous l'Arc de Triomphe. D'après les rapports officiels de l'armée, les 3 héros brésiliens étaient Geraldo Rodrigues de Souza, affecté au 11e régiment d'infanterie, décédé le 14 avril 1945 à Natalina. La cause du décès n'a pas été révélée, il avait 26 ans. Arlindo Lúcio da Silva, mort au combat à Montese le 14 avril 1945, abattu par un tireur d'élite allemand, il avait 25 ans. Enfin, Geraldo Baeta da Cruz, affecté au 11e régiment d'infanterie, il était membre de la section santé et occupait le poste de brancardier. Il est mort après avoir été touché par une grenade allemande à Montese le 14 avril 1945. Il avait 28 ans. Bon, c'est le test. Si vous m'avez bien écouté, vous devez faire à peu près cette tête. En effet, à part la date de leur mort, donc le 14 avril 1945, toutes les autres infos que l'on a sur les 3 héros brésiliens prêtent à confusion. Déjà, on nous dit que Geraldo Rodrigues n'est pas mort à Montese, mais qu'il est mort à Natalina. Et en plus, on nous explique qu'on ne sait pas trop comment il a trouvé la mort. En plus de ça, on nous décrit des circonstances de mort en ce qui concerne Arlindo et Geraldo Baeta, qui semblent être celles de soldats ayant péri sur le champ de bataille au sein de leur peloton et non pas comme de personnes isolées qui se seraient battues contre une compagnie d'infanterie nazie complète. Et le problème dans cette histoire, c'est que cette hypothèse va être appuyée par des sources ultérieures qui vont nous donner les raisons exactes de la mort de ces 3 soldats. On apprend ainsi que Geraldo Baeta, donc le brancardier, a été tué alors qu'il portait secours aux soldats blessés du peloton d'Harry Rowan et qu'à ce moment-là, il a été touché par une grenade allemande. Arlindo, lui, a été tué par un tireur d'élite allemand alors qu'il s'était courageusement mis à découvert pour vider 6 chargeurs de munitions contre les mitrailleuses ennemies, faisant taire les armes nazies, comme le dit si bien l'auteur qui nous livre ces informations. Arlindo a d'ailleurs reçu une récompense posthume pour cet acte de bravoure individuel, la croix du combat de première classe. J'insiste sur le individuel, puisque entre les 3 héros brésiliens, Arlindo est le seul qui sera récompensé, ce qui commence à laisser planer un doute en plus de tout ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'on doit penser de toutes ces informations contradictoires ? Est-ce qu'on doit en conclure que ce récit est faux, que les 3 héros brésiliens n'ont jamais existé, que tout ça est pure fantaisie? Est-ce qu'on doit en croire une partie et ne pas en croire une autre? Est-ce que c'est possible que les personnes ayant raconté cette histoire se soient trompées de noms de soldats, de noms de régiments? Bref, que faut-il en penser? En fait, nous sommes face à l'un des principaux dilemmes liés à l'histoire contemporaine et plus particulièrement à l'histoire des conflits mondiaux, ce que l'on appelle les mémoires de guerre. Il s'agit d'un objet d'étude historique assez compliqué à traiter et assez problématique puisqu'il fait souvent l'objet de controverses avec des témoignages qui vont se contredire, des discours qui vont être privilégiés à d'autres. Bref, c'est un sujet passionnant auquel j'ai consacré une partie complète qui nous permettra de faire la lumière sur les 3 héros brésiliens et de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Vous vous en doutez, si j'ai choisi de traiter ce sujet dans une histoire de l'ombre, c'est d'abord parce qu'il est très peu connu, que ce soit dans le monde francophone ou lusophone, et aussi parce qu'il me permet d'aborder une thématique propre à l'histoire, plus particulièrement à l'histoire contemporaine, les mémoires de guerre. Or, qui dit mémoire de guerre dit guerre des mémoires. J'espère que vous aurez apprécié ce magnifique jeu de mots. Plus sérieusement, écrire l'histoire des guerres mondiales peut être un véritable casse-tête, puisqu'il faut rester le plus objectif possible,
tout en ayant pour principale source de travail des témoignages, ce qui va quand même vachement à l'encontre de la notion d'objectivité. Et en plus de ça, une guerre n'est jamais jolie, qu'importe le camp concerné. Pour vous donner une idée du problème, en France, tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui, on a assisté à de gros conflits idéologiques entre ceux qui défendaient l'histoire d'une France résistante et ceux qui préféraient privilégier le récit d'une France collabo. Or, la vérité se situe entre les deux puisqu'il est établi que ces deux facettes ont cohabité. Bien sûr, on peut comprendre que certains pans de l'histoire nationale dérangent, mais les historiens et les historiennes ont pour devoir de rejeter les récits manichéens et toutes les idéologies sous-jacentes à ces récits afin de garder la discipline la plus objective possible, même si à 100% c'est impossible, on est tous humains. Mais voilà, il faut quand même garder un minimum de professionnalisme sous peine de jeter le discrédit sur la discipline historique. Bref, si on se recentre sur l'histoire de nos trois héros brésiliens, on fait clairement face à ce type de conflit idéologique, ce que l'on pourrait appeler une guerre des mémoires. Vous avez d'un côté ceux qui défendent bec et ongle le récit officiel, faisant fi de toutes ces incohérences dont on a déjà un peu parlé, et de l'autre côté, vous avez ceux qui préfèrent tout nier en bloc plutôt que de nuancer et de chercher la vérité. Histoire d'en avoir le cœur net, je vous propose de mener notre propre enquête historique sur cet épisode de l'histoire brésilienne, mais aussi italienne, mais aussi européenne, mais en fait mondiale. Et une fois que vous aurez toutes les cartes en main, vous pourrez me donner votre propre opinion dans les commentaires. Déjà, qu'en est-il des preuves archéologiques et historiques ? Eh bien, on peut mettre en avant plusieurs certitudes. Déjà, oui, la bataille de Montezé a bien eu lieu. Elle a débuté le 14 avril 1945 et s'est achevée 3 jours plus tard. Les dates correspondent donc. Ensuite, d'après les rapports officiels de l'armée, c'est bien la FEB, donc l'armée brésilienne, qui a principalement participé au combat de Montezé, même si elle était accompagnée d'une division blindée américaine, ce qui veut dire que théoriquement, il est possible que 3 pracinhas se soient distingués d'une manière ou d'une autre lors de cette opération militaire. Cependant, quand on s'intéresse de plus près aux preuves archéologiques en lien direct avec les 3 héros brésiliens, la théorie s'émiette. Je vous explique. D'abord, rien ne prouve, archéologiquement parlant, que les 3 tombes de fortune creusées par les Allemands aient réellement existé, puisque toutes les photos qui circulent sur Internet sont en fait des photos d'illustration sans lien direct avec cet événement précis. Ensuite, on a ces fameux rapports officiels de l'armée qui nous renseignent sur le lieu et les circonstances de la mort des 3 pracinhas qui sont traditionnellement présentés comme les 3 héros brésiliens. Or, si l'on prend ces preuves écrites pour argent comptant, on est bien obligé d'exclure Geraldo Rodrigues de Souza de la liste des 3 héros, puisqu'il est écrit noir sur blanc qu'il est mort à Natalina et non pas à Montezé. D'ailleurs, où se situe Natalina ? Alors au début de mes recherches, j'ai cru que cette ville n'existait tout simplement pas, et puis en creusant un petit peu, j'ai fini par découvrir qu'il avait existé une Casa Natalino, une sorte de repère de la FEB, qui se situait à 4 km de Montezé. Or, il semblerait que le 14 avril 1945, donc le jour officiel de la mort de Geraldo Rodrigues, les Allemands aient attaqué ce lieu stratégique. Bref, si on devait faire un premier constat, on pourrait dire que les preuves archéologiques et historiques ne permettent ni d'affirmer ni de discréditer totalement le récit officiel des 3 héros brésiliens. Dans ce cas, il faut suivre une autre piste et on va se demander quelle est la première trace écrite de cet épisode historique. Pour n'évoquer que la plus fameuse de ces traces écrites, il faut remonter à l'année 1951, année de sortie de l'ouvrage de São João del Rei ao Vale do Pó. Dans ce livre, écrit par le sergent Gentil Palhares, on apprend que les corps d'Arlindo et des 2 Geraldo ont été découverts à proximité de Montezé, qu'ils étaient surmontés d'une plaque en bois
sur laquelle étaient inscrits en allemand 3 héros brésiliens et qu'il s'agissait là sans doute, c'est écrit littéralement sans doute, des corps de 3 pracinhas s'étant démarqués par une action de bravoure, une action héroïque. Et il suppute que cette action héroïque était le fait de refuser de se rendre aux nazis, de préférer mourir, sacrifier sa vie, plutôt que d'être fait prisonnier par l'ennemi. Alors mettons de côté tous les détails qui ne concordent pas avec le récit que je vous ai raconté dans la partie précédente, notamment la croix qui est finalement devenue une simple plaque de bois, et oublions les marques du conditionnel, les sans doute, les peut-être, il semblerait, et posons-nous quand même la question la plus importante, quel crédit peut-on donner à Gentil Palhares, autrement dit, est-il une source fiable? Un bon point pour le sergent est qu'il a effectivement participé à la campagne d'Italie. On sait même que le 15 avril 1945, il a été évacué du champ de bataille de Montese car il était blessé. Par contre, rien ne nous prouve qu'il ait vu l'événement de ses propres yeux, surtout qu'il se dit que Palhares aurait en fait eu vent de cette histoire des années plus tard alors que la guerre était terminée depuis pas mal de temps. Malgré tout, pendant de très longues années, c'est le récit du sergent Palhares qui va être le plus relayé et on ne va pas vraiment remettre en doute sa véracité. En tout cas, pas avant 1968, donc quand même 17 ans plus tard, quand un journaliste va commencer à douter de l'histoire racontée par Palhares. Ce journaliste, qui s'appelle Lincoln de Souza, lui, il trouve que le récit de Palhares est un peu bancal parce que il vient de l'interviewer et le sergent s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, c'est-à-dire qu'il a donné de mauvaises informations sur des éléments capitaux, que ce soit le numéro du régiment présent à Montese, que ce soit sur l'inscription qui était écrite sur la croix, il n'a pas dit exactement les bons termes, et comble du truc, il s'est trompé dans le nom des 3 héros brésiliens. Forcément, ça fait tâche. Plus tard, dans un autre article, Palhares va revenir sur cette interview qu'il a eue avec Lincoln de Souza et il va dire que si son histoire est véridique, c'est juste que à peu près à la même époque, à peu près au même endroit, un fait similaire s'est produit et donc, faut l'excuser, mais il a un petit peu confondu les deux événements. Mais il le clame haut et fort, son histoire est 100% authentique. Là, vous allez me dire, waouh, super l'enquête, on est vachement avancé, hein. Eh bien, les amis, figurez-vous que vous n'avez pas tort, puisque, en fait, si on creuse un peu le sujet, on se rend compte qu'en plus de Palhares et de Lincoln de Souza, il existe beaucoup d'autres versions à propos de l'épisode des 3 héros brésiliens. Pour ne citer qu'un seul exemple, une dizaine d'années après les événements, vous allez avoir un commandant de l'armée qui était présent à la campagne d'Italie qui va dire que oui, 3 corps ont bien été trouvés dans des tombes creusées par les Allemands, mais en fait, il n'y avait pas de croix, et même pire que ça, c'était pas du tout à Montese que ça s'est passé, mais sur la commune de Zoca, qui est quand même à 20 km de Montese. Du coup, notre constat initial a-t-il évolué? Eh bien, oui et non. Non, parce que les sources écrites sont beaucoup trop contradictoires, guerre des mémoires, pour vraiment établir que cette histoire est complètement fausse ou le contraire. En revanche, on peut quand même dire que notre enquête a progressé, puisque contrairement à ce qu'affirme Palhares dans son ouvrage, il semble de plus en plus certain que Geraldo Rodrigues n'est pas mort à Montese, mais à la Casa Natalino, donc à plusieurs kilomètres du lieu stratégique où se serait déroulé l'épisode des 3 héros brésiliens. Là-dessus, vous avez d'autres preuves qui existent, notamment les registres d'enterrement de l'époque, qui nous apprennent que Geraldo Rodrigues n'a pas été enterré le même jour que les 2 autres, Arlindo et Geraldo Baeta, au cimetière de Pistoia. Or, si on avait trouvé les 3 corps ensemble, enterrés au même endroit, pourquoi ne pas les déplacer le même jour? Pourquoi ne pas les enterrer à Pistoia le même jour? Admettez que ce n'est pas très logique. Bon, je lis sur vos visages que vous êtes toujours sceptique, que vous avez besoin d'encore plus de preuves à charge. Eh bien, rassurez-vous, j'ai encore 2 preuves à vous présenter. La première preuve concerne les unités auxquelles appartenaient les 3 pracinhas. J'en ai un petit peu parlé auparavant, mais sans trop rentrer dans les détails parce que je voulais garder la surprise pour maintenant. En effet,
il est établi aujourd'hui que les 3 soldats qui sont présentés comme les 3 héros brésiliens n'appartenaient pas à la même unité militaire. Geraldo Baeta appartenait au service santé du 11e régiment et le 14 avril 1945, il était avec le peloton d'Harry Rowan sur la droite de Montese. Arlindo, lui, faisait partie de la 2e compagnie du 1er bataillon du 11e régiment et le 14 avril 1945, il était dans le peloton d'Iporán Nunes, proche du centre de Montese. Quant à Geraldo Rodrigues, il appartenait au 3e bataillon du 11e régiment et le 14 avril 1945, il n'était pas à Montese, mais à 4 km de là, à proximité du centre de commandement de la FEB. Du coup, si on tire une petite conclusion de cette première preuve, il paraît peu probable que les 3 se soient retrouvés ensemble, même par pur hasard, puisqu'ils étaient dans des unités différentes, disposées à des lieux stratégiques différents, et que l'un d'eux était quand même à plus de 4 km des 2 autres. Maintenant, la deuxième preuve. Rappelez-vous, pour répondre à la controverse lancée par un journaliste, le sergent Palhares expliquait qu'il avait confondu 2 événements qui s'étaient déroulés à peu près à la même période dans la même région. Eh bien, ce coup-ci, on peut enfin dire que Palhares a dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. En effet, au mois de janvier 1945, à 20 km de Montese, 3 soldats de la FEB ont marqué l'histoire, même si on les a ensuite oubliés. Je vous raconte. Nous sommes le matin du 23 janvier 1945, dans une petite bourgade située à l'est de Montese, à peu près à 20 km. Ce matin-là, la 5e compagnie du 1er régiment d'infanterie a reçu une mission. Il faut partir en reconnaissance afin de débusquer l'ennemi allemand que l'on sait caché à proximité du Monte Soprasasso et pouvoir ainsi libérer la route menant jusqu'au site de Precaria. Alors l'italien par contre ça fait partie de ces langues que je n'ai jamais étudiées, donc mon accent est terrible, j'en suis désolée. Mais vraiment dans cet épisode il faut parler toutes les langues, c'est compliqué quand même. Plusieurs groupes sont ainsi formés afin de mener à bien la mission. L'un des groupes est commandé par le sergent Virgolino Loyola. Donc son petit groupe se met en route jusqu'à Precaria et ils vont arriver au site sans encombre, n'ayant rien rencontré de suspect. Par contre, arrivés à Precaria, ils vont se rendre compte qu'il y a des traces d'une présence assez récente des nazis, mais ils vont beau avoir cherché, ils ne vont pas trouver de soldats ennemis. Alors, plutôt que de rebrousser chemin, le sergent va ordonner au petit groupe de poursuivre sa route. Après tout, on leur a demandé de débusquer les nazis, pas de faire une promenade de santé. Donc le petit groupe continue à avancer, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les nazis les attendent cachés quelque part. Et au bout d'un moment, celui qui fermait la marche va tomber au sol. Il vient d'être atteint par une balle mortelle. Il s'appelait Aristides José da Silva et était originaire du Minas Gerais. Mis au courant de la situation par radio, le commandant n'en démord pas. Il faut poursuivre la mission coûte que coûte. Alors le petit groupe de Loyola continue d'avancer, un petit peu plus méfiant, quand l'un des soldats va repérer une maison d'où semblent provenir les tirs. Ce soldat s'appelle José Graciliano Canelo da Silva. Il est originaire de Recife, dans le nord du Brésil, et il n'a plus qu'une idée en tête, venger son camarade qui vient d'être tué. Seul, il décide d'approcher la maison occupée par les Allemands, mais alors qu'il est proche d'atteindre son but, il voit une grenade être jetée depuis la maison et atterrir à ses pieds. Il meurt sur le coup. Bien que la situation soit maintenant plus que tendax, Loyola, donc le sergent du groupe, ordonne à tous de tirer en direction de la maison où se trouvent les nazis, le temps qu'il aille récupérer le corps de José. Ceci fait, il compte ses effectifs et se rend compte qu'il manque l'éclaireur du groupe. Clovis da Cunha Paes de Castro, jeune soldat originaire d'Assaré au nord du Brésil. Tendant l'oreille, Loyola va alors se rendre compte qu'il entend des appels à l'aide venant de Clovis. N'écoutant que son courage et malgré les dangers, le sergent va se précipiter auprès de l'éclaireur et le ramener auprès des autres. Sauf que quand il arrive
auprès du groupe restant, il se rend compte que le jeune homme, Clovis, a déjà succombé à ses blessures. Comme il est lui-même gravement blessé, Loyola va prendre une décision radicale en ordonnant à ceux qui sont encore en vie de prendre la fuite tant qu'ils le peuvent encore, mais lui, il va rester auprès des 3 corps et advienne que pourra. Un peu plus tard dans la journée ou le lendemain, on n'est pas bien sûr, les Allemands vont aller voir un petit peu ce qui se passe et ils vont découvrir Loyola toujours en vie malgré la grosse perte de sang et ils vont le faire prisonnier, il sera libéré plus tard puisqu'il va être découvert, si je me rappelle bien, dans un hôpital de Bologne à la fin de la guerre. Quant aux 3 morts, les Allemands vont décider de les enterrer dans des tombes de fortune qu'ils vont surmonter d'une simple croix en bois avec 2 plaques de bois comme ça, et dessus ils vont écrire en allemand Drei Tapfere Brasil, 24 janvier 1945, ce que l'on peut traduire en français par 3 courageux, Brésil, 24 janvier 1945. 2 mois plus tard, en mars, les corps sont découverts par la FEB et transférés au cimetière de Pistoia. Quant à l'Allemagne nazie, elle va utiliser cet événement dans sa propagande, c'est-à-dire que les nazis vont utiliser le nom d'Aristides, donc le premier à être tombé lors de cet épisode, et ils vont écrire dans un pamphlet rédigé en portugais « Soldats brésiliens, si vous continuez à résister plutôt qu'à vous rendre, eh bien vous finirez comme Aristides, un jeune homme qui aurait pu avoir une très belle vie si seulement il avait préféré être fait prisonnier plutôt que de vouloir résister à tout prix. » Super classe, n'est-ce pas? Alors là, dans l'esprit de l'enquête historique, vous allez me dire « Ok, mais alors pourquoi on devrait donner plus de crédit à cette version de l'histoire plutôt qu'à celle racontée par Palliares ?» Déjà, on a plusieurs témoins que l'on peut véritablement situer sur place le jour concerné, comme le commandant Walter J. Menezes Paes, responsable du 3e bataillon du 1er régiment. En plus, cette fois-ci, on a de véritables photos d'époque qui ont été prises par le photographe officiel de la FEB, Horacio Guzmão Coelho. Donc comme vous pouvez le voir, on a des photos de la croix qui a été plantée par les Allemands. Alors forcément, la résolution n'est pas folle, on est dans les années 40. Et vous avez aussi une photo de l'exhumation des corps. Et à vrai dire, vous avez même des photos des corps, mais c'est un peu glauque, un peu irrespectueux, je trouve, donc je ne les montrerai pas. Mais voilà, contrairement à l'histoire de Palliares à Montese, à Precaria, nous avons des preuves formelles. En plus, à Precaria, en juin 2012, vous avez les autorités brésiliennes et italiennes qui vont se rencontrer pour inaugurer un monument commémoratif à la mémoire des 3 soldats morts à Precaria. Donc ça inclut quand même une validation de la part des gouvernements respectifs. Alors après, vous me donnerez votre propre avis, mais si on se base quand même sur les preuves archéologiques, historiques et même les témoignages, on a plus envie de donner de la crédibilité et une certaine véracité historique à l'épisode des 3 courageux du Brésil de Precaria, plutôt qu'aux 3 héros brésiliens de Montese. Après, bien sûr, il faut savoir rester prudent, savoir nuancer. C'est ce que moi, personnellement, j'adore dans la discipline historique. C'est que vous ne serez jamais à 100% sûr à propos d'un événement, à propos d'un fait, à propos d'une personnalité du passé. Mais en même temps, vous allez pouvoir enquêter en cherchant des preuves ci et là, en comparant les sources, en réfléchissant laquelle me paraît la plus crédible, etc., etc. Et tout ce cheminement de l'histoire, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant, même si en histoire contemporaine, et plus particulièrement vis-à-vis des guerres mondiales, eh bien, c'est difficile de ne pas tomber dans la controverse parce qu'il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de témoignages qui se contredisent. Et forcément, ça laisse la porte ouverte à des idéologies un peu déplacées, à des discours manichéens qui sont totalement faux. Et voilà, c'est ce qui rend l'histoire des guerres passionnante, toute cette histoire de mémoire de guerre et de guerre de mémoire, mais c'est aussi ce qui la rend très difficile à étudier. Mais bon, pour en finir avec l'épisode des 3 héros brésiliens, si on devait résumer, on a donc 6 protagonistes qui potentiellement ont accompli des actes de bravoure durant la guerre et d'une manière ou d'une autre, il semblerait que leurs histoires se soient un petit peu mélangées
Et comme d'habitude, il y a toujours un récit qui prend le pas sur les autres. En l'occurrence, c'était celui de Palliarès et c'est sa version qui a été retenue. Ma théorie, et après vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, c'est que le sergent Palliarès a fait un mix entre les événements de Montese et ceux s'étant déroulés à Précaria. De Montese, il a retenu le nom d'Arlindo Lucio da Silva, qui, s'est prouvé historiquement, a accompli un geste de bravoure en sacrifiant sa vie pour sauver le reste de son peloton. Et de Précaria, il a emprunté l'histoire de 3 soldats enterrés par les Allemands et au-dessus desquels on a planté une croix sur laquelle on a écrit une inscription élogieuse. Maintenant, l'a-t-il fait volontairement en manipulant les preuves pour donner plus de crédit à son histoire ou s'est-il créé de faux souvenirs parce que je vous rappelle qu'il était présent à Montese, qu'il a combattu, donc il est possible que dans sa tête, il ait fantasmé un acte héroïque à l'endroit où il se trouvait lui plutôt qu'à 20 km de là. Ça, mystère. Après, c'est vrai, il serait très intéressant d'avoir le fin mot de l'histoire, hein, ne serait-ce que pour la beauté de la vérité historique. Mais dans tous les cas, est-ce que la réponse est tellement importante? Ce qui est vraiment essentiel, c'est de ne pas perdre de vue le fait que si on vit aujourd'hui dans un pays libre, bien sûr, un pays libre, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air pas mal. Bref, c'est pas drôle en plus. Si on vit dans un pays libre, c'est grâce à tous ces individus qui se sont sacrifiés pour une plus grande cause, qui ont donné la vie pour leurs compagnons, pour les futures générations dont nous faisons partie. Et finalement, c'est ça le plus important, peu importe qu'ils soient morts comme des héros ou pas, ils ont sacrifié leur vie pour notre liberté et ça, il est important de ne jamais l'oublier. Et voilà, cette nouvelle histoire de l'ombre est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses et que vous aurez suivi avec autant de plaisir que moi cette petite enquête sur les 3 héros brésiliens. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, pensez au petit pouce en l'air, c'est très motivant. Et je vous avoue que sur cette vidéo, j'ai passé beaucoup de temps à enquêter, puisqu'en fait à la base, j'étais partie en mode l'épisode des 3 héros brésiliens, c'est un fait, c'est établi, juste à le raconter, basta. Sauf que en creusant un peu, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de vraies photos d'époque de ces croix. Je suis tombée sur des sites qui remettaient en cause ce récit, j'ai creusé les pistes données par ces sites, enfin bref, ça m'a pris pas mal de temps. Donc voilà, si vous avez 2 petites secondes pour cliquer sur le pouce en l'air, ça fait très plaisir, merci d'avance. N'ayez pas peur non plus de me laisser un petit commentaire, hein, que ce soit à propos du sujet de cette vidéo ou pour me proposer d'autres histoires de l'ombre que je pourrais traiter. Alors comme je le dis à chaque fois, je prends vraiment tout en compte, c'est juste que certains sujets se prêtent mieux à un article ou à un podcast, donc je les garde en réserve, mais dans tous les cas, tout est pris en compte, donc n'hésitez pas. Également, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, ça me ferait très plaisir. Et si vous l'êtes déjà, pensez à activer la petite cloche des notifications, parce que comme je n'ai pas un très grand public, peut-être si vous avez beaucoup d'autres abonnements, que mes vidéos passent un petit peu à la trappe. Donc si vous aimez bien mon travail, c'est une manière de me soutenir, donc merci d'avance. Pensez également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, Instagram et sur le site officiel de la chaîne, donc histoire avec un s de l'ombre.fr. J'essaie de publier régulièrement, mais c'est comme les vidéos, hein, je prends du temps pour enquêter et en même temps je dois travailler sur mon projet d'entreprise, donc des fois ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même plus régulier que YouTube. Et pour vous donner un petit peu une idée sur le site web, mes 2 derniers articles, j'en ai fait un sur la mythologie celtique et un autre sur la fortune de l'abbé Saunière, une histoire qui a largement inspiré le Da Vinci Code. Oh, et j'allais oublier, si vous aimez le métal, sachez que le groupe suédois Sabaton a réalisé une chanson en hommage aux 3 héros brésiliens qui s'appelle Smoking Snakes, donc les serpents fumants, en référence à la devise de la FEB. Je vous mets le lien en description. D'ailleurs, j'ai découvert que le groupe avait aussi écrit une chanson sur un soldat français de la Première Guerre mondiale, Albert Séverin Roche. Donc si ça vous tente, je vous mets aussi le lien dans la description.
Dans tous les cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pensé au petit like, que vous êtes abonné. Et d'ici la prochaine histoire de l'ombre, portez-vous bien. Ciao. Normalement, je fais ciao comme ça, avec 2 doigts, non? Ciao. Je m'en vais.